Est-ce qu'un jeu de golf peut raconter une histoire profonde et intéressante? Ça, c'est ce que je me suis demandé en lançant Golf Club Wasteland, et j'ai vraiment été surpris. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon aventure dans ce monde apocalyptique. Après la grande catastrophe écologique, les ultra-riches ont déménagé à Tesla City sur Mars. Aujourd'hui, les citoyens de Mars s'envolent vers la Terre pour jouer au golf dans les ruines de la civilisation. Dans Golf Club Wasteland, on joue un terrien revenant sur Terre pour jouer au golf sur les ruines d'une humanité presque disparue. On débute sur un premier niveau simple pour nous apprendre les bases, mais ce n'est pas vraiment ça qui va nous intéresser. À vrai dire, c'est un jeu de golf, mais on va en parler que très peu. Déjà, la première chose qui m'a frappé en débutant le jeu, c'est le côté très chill. On peut se poser, jouer au jeu, quitter le jeu puis relancer. Le jeu propose d'ailleurs 3 modes. Le story mode pour pouvoir vivre l'histoire du jeu sans pression, le mode challenge où il y a un nombre limité de coups pour pouvoir passer au niveau suivant, et l'Iron Mode, le mode ultime qui ne se débloque qu'après le mode challenge terminé. Bon, je ne vais pas faire le giga chat qui dit regardez, je suis trop fort, j'ai pris le mode challenge. La vérité, c'est qu'aussi étonnant que ça puisse paraître, je n'ai pas spécialement joué à ce jeu pour jouer au golf. Ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment l'histoire. Bref, l'histoire nous est principalement racontée par une radio, c'est-à-dire que lorsque l'on joue, on peut écouter de la musique, mais aussi et surtout des témoignages d'anciens terriens qui ont réussi à fuir la grande catastrophe. On essaye alors de relier les informations pour comprendre ce qu'il s'est passé ici. En observant le paysage, on peut déjà apprendre pas mal de choses. Le monde semble avoir été touché par des radiations. Il n'y a qu'à voir les vaches. Je ne sais pas vous, mais personnellement en voyant ça, j'ai pas trop envie de boire du lait. Le premier témoignage nous vient de Shafi qui nous parle de son ancien travail sur Terre. I worked in oil, brokering gasoline to be exact. My day started something like this. I check Reuters and my sheets. See if there's been a change in the fundamentals. See if the spread's up or down. And then when the clock strikes go, I'm on the phone. I could be calling some commercial shop in Bumble, Kansas, where little old Sue loves to know how my daughter's doing. Or I could be trying to get into the head of a powerful Russian who knows the world wants his phone number. That's when the psychology kicks in, and I go to work. If they pick up the phone, they're mine. That's the game. I started when I was 29, 30. That was pretty much my life, 24/7. I traveled a lot, meeting clients all over the world. The Amazon, the Gulf, Siberia, Central Asia, the States, Singapore, everywhere. Looking back, I can't claim that I ever would recommend that life, nor can I claim that I was ever really happy doing it. But it was fun. I mean, talk about your share of moments. But we all had the same feeling. This can't last. And sure enough, we were right. First, you couldn't drink the water. Then you couldn't eat the crops. And pretty soon, we wouldn't be able to breathe the f***ing air. The Mars project was Plan B for planet Earth, which was most evidently The family and I had already put down roots in Tesla City by the time the great catastrophe really hit. The corporation knew my contacts in the world of drilling and refining would be useful, so I adapted my skills to something more practical. My pure little Emma has a future. When somebody sits down and writes this all up for the history books, it might just be men like me they'll be hailing as heroes. It's men like me who saved humanity. Men like me who took us further than we ever dreamt possible. La Terre se dégradait peu à peu, et la fuite semblait inévitable. Mars était donc l'endroit à rêver pour se reconstruire, démarrer une nouvelle vie, loin des problèmes quotidiens. Mais pour autant sont-ils plus heureux? Il est clair que non. Tout semble plus difficile et on le verra d'ailleurs plus tard. Shafi se retrouve à envier une situation quotidienne qui l'agaçait, mais c'est uniquement lorsqu'on lui a enlevé qu'il a pu réaliser que sa vie n'était pas si morne et triste qu'il le pensait. La simple existence de cette radio prouve qu'il y a un réel besoin de combler un manque, un besoin de pouvoir s'exprimer, d'évacuer ses remords et ses regrets, refaire sa vie tout en sachant que notre maison, celle où on est né, celle où on a vécu toute notre vie, est en train de périr. Ce sont tous nos souvenirs qui disparaissent sans l'espoir de les retrouver. Shafi parle aussi de la postérité. Il y a une peur assez légitime de perdre cette connaissance, cette culture humaine accumulée durant des millions d'années. Et c'est vrai que de ce point de vue, c'est assez fort et marquant. L'humanité a sûrement détruit son environnement, son ancien lieu de vie, mais il a aussi détruit toute l'histoire derrière, tous les accomplissements de centaines de générations passées avant elle. Est-ce que je vous ai parlé de la musique dans ce jeu? Déjà, sachez que toutes les musiques de cette radio ont été créées spécialement pour le jeu, et ça rend certaines musiques encore plus belles. Par exemple, Creature of the World.
from stone. The news is lost, the children gone. Enter the rat race, step out of home. Embrace our new cold, skyless dawn. Après cette musique, on apprend quelque chose d'étrange. Les jeux, et plus précisément les jeux de société, ont été interdits sur Mars, ou tout du moins dans la colonie d'où provient la radio, suite à un accident. Tous les chefs d'équipe doivent d'ailleurs se réunir pour des séances de gestion de la colère. On sent déjà que cette radio a peut-être plus d'importance que ce que l'on aurait pu penser. Elle permet bien sûr de donner la parole aux habitants de Mars, mais aussi de faire passer des messages à la population. Au-delà de ça, ce changement d'environnement ne plaît pas à tout le monde, et des tensions secouent rapidement la colonie. La frustration peut parfois mener à la violence lorsqu'un manque se fait ressentir. L'homme n'est pas nécessairement habitué à un changement trop brusque, perdre ses repères, ses points d'accroche, sa famille, ses amis, tout ça crée de fortes émotions qui se bousculent dans la tête. Et quand ça doit sortir, ça sort. D'où la séance pour apprendre à gérer la colère. Et l'existence de cette radio. Pour apprendre à surmonter cette épreuve, parler est parfois la meilleure des solutions. Mais j'ai relevé quelque chose qui peut aussi expliquer la réaction du pouvoir en place face à ces comportements. Les gens qui parlent à la radio sont tous calmes. Mais genre pas calmes, tranquilles. Non, vraiment calmes en mode ASMR. Comme s'ils étaient forcés, ou en tout cas ils avaient comme mission de détendre les gens pour éviter qu'ils ne succombent à la colère. Bon, par contre on ne change pas les bonnes habitudes, un petit sponsor de temps en temps ça fait pas de mal. In the interim, teams are encouraged to take advantage of the half ration special on OMS, a delicious and relaxing drink that takes the edge off of everything. Le deuxième témoignage est intéressant parce qu'ici tout est plus clair dans le sens où il n'y a pas vraiment de retenue. I have nightmare. I'm happy to be alive, but I knew many who deserved to live more than I did. But this is a radio program about nostalgia, not guilt. I've been nostalgic since I was 20, when I left Havana. In Europe, I felt different. Each country has a smell. Mars doesn't. Where I come from, the smell of the ocean, mango, bananas, coconut, the most beautiful sun of Malecon, the smell of my street when the rain falls, all of that make me into the person I am. So when I left, I grew stronger. I experienced the world, but forever stayed incomplete. So now I'm double nostalgic. We were full of life, laughing on warm nights under blue sky, touching each other. The air filled with the smell of sweat from dancing with a Orquesta Aragon playing from an apartment. Now, the only way I can feel this scent is by singing. Reminds us that life is about so much more than just base survival. La douleur est plus prononcée ici. La culpabilité, le syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai été choisi alors que des millions, que dis-je, des milliards de personnes l'auraient tout autant mérité? C'est une sensation que certaines personnes vivent après avoir survécu à un drame. Il est donc assez logique de le retrouver ici. Couplé au regret de ne plus pouvoir toucher, sentir, ressentir la nature. Mais de rien, c'est quelque chose que l'on a tendance à penser comme acquis. Bien qu'avec les différents problèmes qui nous touchent, nous avons de plus en plus tendance à comprendre l'importance de protéger notre environnement, le simple fait de sortir dehors, de regarder la nature, de ressentir le vent, même la pluie, est-ce que l'on ne se serait pas trop éloigné de notre nature? Bon, celui qui vous dit ça est littéralement devant son PC en train d'écrire. Là, je suis un ermite, hein, l'herbe, je ne sais pas ce que c'est. Plus sérieusement, je trouve que c'est très intéressant, parce que le simple fait que le jeu ait réussi à nous faire réfléchir à nos agissements et à notre vie montre qu'il a réussi à nous transmettre quelque chose. Some of you don't like it, but all water is recycled, so pee into the funnel installed next to your toilet, please. Speaking of pee and poop, we recently welcomed our first official little Martian to the colony. I'm so happy we moved to Mars. It was a project I funded from the very beginning. I knew it had potential and I trusted the amazing team working on it. As angel investors, my husband and I got early placements in the ARC ship. I'm so grateful for the opportunity to further human survival in our solar system. Speaking of the human project, I have some exciting news. Just a week ago, we welcomed our baby boy into the world. Words cannot express how overjoyed we are at welcoming little Maxim. Putting him to bed reminds me of my parents. From our window here in Tesla City, we can see the Earth, tiny enough to fit in Maxim's hand. It pains me that my child might never experience the beauty of my home in the Hamptons.
the nature, coastline, the old lighthouse, and the food, the houses of our friends, our evening parties, full of life compared to this barren, rugged terrain. Je trouve qu'il y a un peu un fossé entre ce témoignage et les autres. Bon, au-delà qu'ils boivent leur propre pisse, mais ça c'est autre chose. Les parents de Maxime, le premier martien, ne semblent pas affectés par le changement de planète. C'est même l'inverse. Ce sont des investisseurs, il semble qu'ils prennent ce changement comme une victoire. Nouvel environnement, mais même mentalité. Ils semblent avoir un statut social élevé, ce qui doit leur apporter des avantages. Le simple fait que ce soit eux qui aient fait un enfant en premier, alors même que ça ne doit pas faire très longtemps qu'ils ont quitté la Terre, nous montre que comparé à ce que l'on a entendu précédemment, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Voire ils n'ont pas de problème du tout. Faire un enfant, c'est un engagement sur le long terme, il faut pouvoir l'élever dans de bonnes conditions et être sûr qu'il pourra vivre dans un monde prêt à l'accueillir. Mais ce monde endeuillé par la perte de leur maison, est-il vraiment un monde fait pour un enfant? Faire un enfant, c'est aussi symbole d'espoir, symbole que la vie peut continuer malgré des temps difficiles. Et elle le dit bien, elle veut que l'humanité perdure. Bien sûr, elle est déçue que son enfant ne puisse pas vivre l'enfance qu'elle a vécue, connaître la Terre. Finalement, est-ce que ça ne serait pas eux qui ont raison? Sont-ils un couple ayant simplement accepté la fatalité, ayant réussi à surmonter cette épreuve? Je vous avoue que l'analyse de ce témoignage n'est pas facile. Je suis un peu tiraillé entre c'est des bons, et ce sont des gens qui ont préféré investir dans un moyen de fuir leurs problèmes sur Terre plutôt que de donner de l'argent dans des solutions qui auraient permis d'allonger la durée de vie de la Terre. Les moins nécessiteux sont souvent ceux qui tendent vers l'égoïsme. Comme disait Henri Lacordaire, l'égoïsme consiste à faire son bonheur du malheur de tous. Ouais, je viens de sortir une citation comme ça. Ça me fait un peu penser à Fallout et Voltec qui a décidé de faire du profit sur une guerre nucléaire en se servant de la peur de la population pour s'enrichir en construisant des bunkers. Life passes quickly indeed. Another blast from the past, reminding us to savor each moment as it flies by. Speaking of savoring things, the Health and Wellbeing Department would like us to remind you that the popping and fizzing noise your dried food makes when you're adding water is perfectly normal and does not mean it has gone off or is contaminated. The Health and Wellbeing Department would also like to take this moment to remind you to take your bone density pills twice a week now, as it was discovered the original dose is off by a factor of 2. Another thing that can get into your head is living conditions here on Mars. Life up here on Mars can get a bit overwhelming at times, so along with a soothing OMAS drink, no stress, no fuss, it bears mentioning that wellness counseling is mandatory for all team members, regardless of rank or tenure. The wellness sessions are completely confidential and anonymous, but do remember that all conversations are monitored and recorded for security reasons, and you must have your ID badge and sectional access pass visible at all times. Bon, parlons un peu du pouvoir politique. On n'est clairement pas dans une démocratie. La population est surveillée et contrôlée, la radio n'est d'ailleurs sûrement pas libre. Et cet extrait nous le montre bien. If you want to be involved with RNFM, have a story to tell, a memory to share, contact us via the usual internet channels and leave a short message outlining your contribution. Once your story idea is vetted and greenlit by corporate, we'll track you down to organize a time to record you. Please note that not all stories are accepted and we are not permitted to give out criteria, so stories and ideas are submitted at your own risk. Passons maintenant au quatrième témoignage, et témoignage qui est assez différent des autres, vous verrez pourquoi. I nearly missed the boat to Mars. I mean, the rumours about something big happening in Alphaville had been floating for a few years, and of course it was impossible to separate fact from fiction. At that time, I barely made it through insurgent territory to this floating ghetto about an hour away from Alphaville by motorboat. I won't go into detail, but the crew I ran with bribed an outpost guard to go have a really long piss, where we used his comms to access their infranet. Their information turned out just as distorted as ours, but we found one channel that changed everything. Some bright spark in Alphaville had made colour-coded spreadsheets of shipping data a monkey could understand. Imports into Alphaville were off the charts, while exports had zeroed out completely. I mean, nothing was coming out, even on the black market, which incidentally was fully accounted for, meaning it had to be sanctioned all along. So we knew something was up. Of course Alphaville media spun this situation heavily. The insurgents were blamed for everything, disrupting supply lines, stealing aid and so on. But it was really Alphaville stockpiling on a scale unseen in modern history. What tipped us off that they were planning to leave Earth is what they were stockpiling. Fuel, fuel, fuel. Specifically, dinitrogen tetroxide and hydrazine. Old school. But they're chemicals used as rocket fuel. They're easy to store,
but they're highly toxic and require careful handling, which explained another gruesome discovery: the covert shipping and dumping of bodies. A lot of bodies. There were so many that some of those bodies had started washing up in our neighbourhood, so toxic even scavengers stayed away. Coincidentally, it suddenly became much easier to get a multi-day work pass into Alphaville. We were so hungry and focused on other resources, we didn't make the connection. We assumed the workers were skipping on the visa. In fact, I was planning to do the exact same thing. So actually, I lucked out. I'm a small guy, and Alphaville was so strapped for labour at that point that I was given an unscreened pass and ended up in heavy labour, moving enormous containers into storage with mechanical suits, but it didn't fit them. So I was just given a scanner instead and told to scan serial numbers all day. It was very hard to breathe, so I traded for a spare hazmat suit from a drunk guard and put it on. Not unusual at all to hang out all day in a hazy. Technically just walking outside required one those days. That's what saved me twice. Whew, I mean, hindsight is 20/20, but those containers were the rocket fuel, and in no way was it being stored and transported safely. All those guys died, withered to skin and bone. Nasty stuff. Again, it was all hidden in plain sight. Hell, we were all skin and bone at that point. We just assumed everyone was starving. I only got onto one of the last ships up to Mars because I was in a hazmat suit and holding that scanner, which I think had stopped working within the first days of my assignment. I never told anyone, and no one ever asked. I guess I was confused with security or something. All I remember is being yelled at, rushed into a shuttle, and then everyone patting me on the back and calling me Scully, the name embedded in the biometrics of the suit. I never saw my crew or the sky again. Ce témoignage nous en apprend beaucoup. Déjà, on peut remarquer une prédominance de l'égoïsme. L'objectif était de fuir vers Mars sans en informer quiconque, pour éviter de faire paniquer la population, mais surtout pour éviter d'avoir à gérer des millions d'habitants paniqués. Est-ce louable? C'est la grande question. Il est évident que tout le monde n'aurait pas pu fuir, mais sélectionner ceux qui le pourront, souvent les plus riches, est-ce que ça ne serait pas un peu de la ségrégation socio-spatiale? C'est-à-dire qu'il y a un tri entre les riches et les pauvres, en fonction de leur classe sociale? Bon, on va pas faire semblant de découvrir l'eau chaude, c'est pas étonnant. On en parlait tout à l'heure, mais tant qu'il y a du profit à se faire, il y a du monde. L'important ici pour eux, c'était de pouvoir quitter la Terre à tout prix, peu importe le nombre de cadavres qu'ils allaient devoir laisser derrière eux. Oui, c'est extrêmement macabre. Now, as much as we appreciate our regular callers, there is one person we would really love to hear from. A man many of us owe our lives to. Our national hero, the Mars mission pilot, who brought us here safely so many years ago. Believe it or not, he finally made it back to Earth. After all these years, his dream finally came true. As we all know, he's had a very difficult time adapting to life here on Mars. We all have, just not in the public eye like him. So Charlie, this is Radio Nostalgia from Mars, personally reaching out to you. Charlie, we'd really appreciate it if you took some time to share a bit of the atmosphere from Earth with us. I'm sure many of our listeners are eager to hear your thoughts on being back. Just speak into the mic in your helmet. A few recorded words. Anything. Well, it's worth a shot. I know he's the biggest fan of Radio Nostalgia from Mars, and he's probably listening now from a rooftop somewhere in Alphaville. So stay tuned to see if he responds. But to be honest, I don't think we'll be hearing from him anytime soon, sadly. Oh well, who can blame him? Let's not spoil his moment any longer. Continue our own trip down memory lane. Notre personnage était donc celui qui avait conduit la fusée vers Mars. Et même celui qui a été au cœur de cette mission n'a pas pu supporter la perte de sa planète natale. Enfin, c'est plus complexe que ça, mais tout sera expliqué plus tard. Après être passé dans les égouts avec notamment un serpent géant, pourquoi pas. Déjà on découvre beaucoup de produits chimiques qui sont sûrement à l'origine de la dégradation de la Terre, mais plus loin, attends, mais on est suivi là ?
J'ai couru vers la zone interdite où le vaisseau taxi a atterri. D'habitude, ils viennent en groupe. J'ai pris l'habitude de les regarder jouer derrière la clôture. Ils portaient des combinaisons de protection comme des insectes géants avec des jetpacks. Dès qu'ils m'ont repéré, ils m'ont pris en chasse. Ils devaient s'imaginer que j'étais contaminé, dangereux, mais c'était étrange, celui-là il jouait seul. Alors je l'ai suivi, laissez-moi vous raconter mon histoire. Il y a quelques années, le temps s'est durci. La famine et les épidémies se propageaient. La nourriture manquait et l'eau nous rendait malades. Quelques rares privilégiés ont fui vers Mars. Ma mère a accouché d'un bébé albinos, moi. Elle est morte peu après la grande catastrophe. J'ai vécu avec une meute de chiens. Je me nourrissais de chats, de rats et d'insectes. Je n'avais pas vu de visage humain depuis des années. Jusqu'à ce que je tombe sur un groupe qui tapait dans une balle orange. Ces martiens en combinaison anti-radiation prélevaient des échantillons, mais ils en profitaient aussi pour jouer au golf et chasser. Et ils allumaient les panneaux lumineux autour d'Alphaville. Cette fois-là, j'étais moins effrayé. J'ai observé le golfeur depuis les buissons. Mais il détestait sa nouvelle vie. Il se sentait seul sur la planète rouge. Le pilote était triste parce qu'il n'avait pas sauvé sa famille. Il était rongé par la culpabilité et la nostalgie. Il s'est saoulé au vin distillé depuis l'eau des toilettes jusqu'à tomber de sommeil. Grâce à ses relations au Golf Club Westland, il s'est offert un voyage en solo. Mais le pilote avait d'autres objectifs. Il voulait revisiter son passé. Les nuages, les plantes, les animaux, les ruines, tout était si beau et si triste. Il voulait respirer l'air à plein poumon, mais il gardait sur lui la combinaison anti-radiation. Il se sentait suivi, alors il inspectait les environs. C'est à ce moment-là que le pilote m'a aperçu. Il a marché droit vers moi à l'extérieur de la zone surveillée. Il a enlevé son casque et il m'a montré son visage. Stupide, vous me direz. Il se doutait bien que les radiations finiraient par le détruire. Le vaisseau taxi a signalé qu'il partait. Mais après tant d'années à convoiter ce voyage, le pilote n'allait pas repartir. Mourir sur Terre, ça valait mieux que vivre sur Mars. Et il voulait rencontrer ce petit mutant malingre, alors il est resté avec moi sur Terre. Maintenant, j'écoute ses histoires sur l'époque d'avant la grande catastrophe. Nous avons reconstruit la maison. Il m'a appris à lire et à écrire. Il tousse souvent du sang. Je lui demande s'il veut rentrer chez lui. Il sourit. Chez moi, c'est ici. En jouant à ce jeu, je ne m'attendais pas à avoir une histoire aussi profonde. L'idée de la radio est juste incroyable et on arrive vraiment à comprendre les gens qui interviennent. Je n'en ai pas trop parlé, mais même si les graphismes du jeu ne sont pas incroyables, ils sont en accord avec ce que le jeu veut nous raconter. D'ailleurs, il y a un jeu dans le même univers mais qui suit l'enfant. Donc si cette vidéo vous plaît, pourquoi pas faire une autre vidéo, mais cette fois-ci du point de vue de l'enfant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. Je trouve que ce genre de jeux sont super intéressants. Ça nous permet de chill tout en réfléchissant à notre monde. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et moi je dis bye tout le monde.